Vous êtes sur TV5 Monde, bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. C'est l'heure de 64 débats avec une question. La fin du sida est-elle possible dans les années qui viennent? Si oui, à quelles conditions? Les progrès sont notables dans le monde en matière de prévention et de traitement, mais les inégalités persistent parfois et les associations alertent sur le manque de financement criant. Avec nous pour en parler, Hugues Cordel, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5. Vous êtes médecin infectiologue, président de la Société française de lutte contre le sida. Vincent Leclerc, bienvenue également. Et bonsoir, vous êtes directeur de la coalition Plus qui vient de lancer #Still Standing en riposte à l'effondrement justement des financements contre le VIH-Sida. Et en direct de Dakar, Magatte Mbodj, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous en direct de la capitale sénégalaise. Vous êtes directrice de l'Alliance nationale contre le sida, la NCS. Hugues Cordel, malgré les progrès des traitements, le VIH circule toujours, l'épidémie mondiale n'est clairement pas terminée. Quelle est la situation en ce 1er décembre 2025, journée mondiale de lutte contre la maladie? Alors, l'épidémie est toujours là, que ça soit en France ou sur la planète. Je rappelle qu'il y a 40 millions de personnes qui vivent avec le VIH. Chaque année, 600 000 personnes décèdent et on fait le diagnostic chez 1,3 million de nouvelles personnes. Eh bien justement, on va aller voir ces chiffres, on va les redonner. Près de 41 millions de personnes dans le monde vivent avec le VIH, 630 000 personnes, vous l'avez dit, décédées de maladies liées au sida selon UNAIDS. Et puis 1 300 000 personnes contractent le VIH, soit 40% de moins qu'en 2010. Ça, c'était en 2024, baisse de 56% en Afrique subsaharienne sur la même période. Il y a donc clairement des progrès. Je me tourne vers vous, peut-être à Dakar, Magatte Mbodj, au Sénégal. Quelle est la situation précisément? Globalement, c'est une situation qui est marquée par effectivement des réductions budgétaires cette année. Donc 2025 est une année très difficile pour toutes les organisations, en tout cas qui sont au niveau communautaire. Et cette baisse des financements a un impact décisif sur les interventions que nous menons au niveau communautaire. C'est vrai qu'au niveau du Sénégal, l'épidémie est de type concentré, plus accentuée au niveau des populations clés. Et quand je parle de populations clés, ce sont des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, des professionnels du sexe ou des usagers de drogue. Restez avec nous, on vous retrouve dans quelques instants. Je me tourne vers vous, Vincent Leclerc. Bientôt la fin du sida, vous qui militez depuis des années. Est-ce que vous êtes optimiste? Si vous m'aviez posé la question en 2024, je vous aurais dit qu'il y a beaucoup d'espoir de mettre fin au sida pour 2030. On était dans des bonnes conditions, il n'y a pas si longtemps, avec des innovations thérapeutiques, des révolutions en prévention, même si on n'a pas de vaccin et on n'a pas de traitement curatif, nous étions dans des bonnes conditions, une bonne trajectoire. Janvier 2025, arrivée de Trump, suspension des aides publiques au développement américains et dans la foulée d'autres aides publiques au développement de nombreux États européens. Et aujourd'hui, le paysage est catastrophique et on fait face à un vrai risque de reprise de l'épidémie au niveau mondial, que l'on constate déjà dans un certain nombre de régions. Il y a quelques années, professeur, ça aurait été totalement inapproprié de poser la question, la fin du sida est-elle possible? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on peut clairement la poser? Il y a déjà des traitements, il y a déjà un médicament. Alors, il y a des bonnes nouvelles, malgré tout. Donc, on peut tendre vers cet objectif, que ça soit le traitement préventif. On en reparlera peut-être. La PrEP, c'est ça. La PrEP, ce qui veut dire prophylaxie pré-exposition. Et alors ça, ce sont des personnes qui ne sont pas contaminées, qui peuvent le prendre de manière préventive. Exactement. Donc, les personnes comme ça ne s'infectent pas. Et c'est pour ça qu'on peut tendre vers le zéro transmission pour 2030. Et les progrès ont été très importants ces derniers mois dans le cadre de la PrEP, avec des molécules qu'on dit à longue durée d'action. Et on peut prendre un traitement alors tous les 2 mois, et on est protégé pendant 2 mois, même tous les 6 mois, et éventuellement même toutes les années. On a des très bons résultats avec une prévention à prendre toutes les années. Mais est-ce que le monde entier dispose de la PrEP? Non, c'est bien ça le problème. Le traitement préventif à longue durée d'action, donc qui est très intéressant parce qu'on est protégé assez longtemps, est disponible aux États-Unis. En Europe, il y a une molécule qui a son autorisation de mise sur le marché, mais qui n'est pas encore remboursée. La deuxième, qui s'injecte tous les 6 mois,
est autorisé, est en voie d'autorisation, mais pas encore remboursé. J'aimerais aussi vous entendre sur le médicament, donc, le lenacapavir, traitement préventif, qui ne nécessite que 2 doses par an, je parle sous votre contrôle, et qui protégerait 99 à 99,9% contre l'infection. Exactement, le lenacapavir, donc c'est cette molécule à s'injecter tous les 6 mois, une injection en plus sous-cutanée, et qui protège très très bien du VIH. Les essais cliniques sont sortis en fin d'année dernière, et chez plusieurs populations clés, comme le disait la collègue du Sénégal, montrent de très bons résultats. Et dans quelques instants, on va voir en quoi exactement consistent ces baisses. Vous avez commencé à l'esquisser. D'abord, une question peut-être pour vous à Dakar, Magatte Mbodj, sur les traitements dont on vient de parler. Est-ce que vous les voyez? Est-ce que vous les avez, vous, au Sénégal? Oui, on a quand même un bon programme de réponse globalement. Et là, généralement, les personnes qui sont testées positives sont sous traitement. Sont sous traitement, c'est parce que tout simplement, il y a l'État du Sénégal qui contribue, mais exactement le Fonds mondial nous appuie fortement dans ces traitements. Et la bonne nouvelle est que lorsque les personnes sont sous traitement, et généralement, ils sont indétectables après 6 mois. Mais malheureusement, c'est ça qui nous faisait donner l'espoir qu'on allait vers la fin du sida. En plus de cela, il y avait aussi beaucoup de personnes qui étaient sous PrEP. La prévention réussissait parfaitement. Mais à un certain moment, avec les menaces Allez-y. de coupe budgétaire, avec les menaces de coupe budgétaire, tout est remis en cause. Et justement, tout est remis en cause. Et on va le voir concrètement. Florent Krebsek va nous rejoindre dans quelques instants. Le temps pour nous d'écouter un véritable cri d'alarme avec des mots très forts, puisqu'il s'agit effectivement de ces baisses drastiques. C'est la directrice exécutive d'ONU-SIDA, Winnie Byanyima, qui lance ce cri d'alarme. Écoutez. La riposte mondiale au VIH a subi son revers le plus important depuis des décennies. L'ONU-SIDA avertit que l'effondrement des services de prévention du VIH pourrait entraîner 3 300 000 infections supplémentaires. Et Florent Krebsek qui est donc avec nous. Bonsoir Florent. Pour commencer, quelle est l'ampleur au juste de cette baisse dont on parle ce soir? Et on le voit dont tous les acteurs et actrices de la lutte contre le sida nous parlent. Bien, Mohamed, je vous propose de commencer par les États-Unis. La Maison-Blanche s'est carrément retirée de l'Organisation mondiale de la santé et a supprimé l'USAID, l'agence américaine pour le développement international. 5 800 financements et 4 100 subventions annulées. Cela représente 60 milliards de dollars d'aide en moins pour les recherches et l'humanitaire. Ceci comprend donc toutes les actions liées au sida. Pour ceux qui douteraient encore de ce retrait américain, le New York Times, ce lundi, affirme que l'administration Trump a exigé que tous les employés fédéraux doivent, je cite, s'abstenir de promouvoir publiquement la journée mondiale du sida sur quelque canal de communication que ce soit. Alors on parle beaucoup des États-Unis, on l'a compris ce soir Florent. Quid de l'Europe? L'Europe est-elle sur cette même ligne? Alors la position européenne n'est pas aussi radicale que celle des États-Unis, mais elle s'annonce elle aussi délétère pour la lutte contre le sida. Selon le site d'information européen Euractiv, l'UE s'apprête à cesser progressivement son soutien financier à l'agence Gavi. L'agence Gavi, c'est l'Alliance mondiale pour les vaccins notamment. Baisse du soutien également envisagé au Fonds mondial de lutte, notamment contre le sida. Lors du dernier sommet de ce fonds mondial, la France n'a fait aucune promesse de don. On termine avec une image du G20 et du Premier ministre canadien Mark Carney durant cette réunion en Afrique du Sud, un pays touché par le sida. Mark Carney, il y a 15 jours, a annoncé la toute première baisse de contribution canadienne au Fonds mondial de lutte contre le sida, 190 millions de dollars en moins. Merci beaucoup Florent. Et on le voit, les coups durs sont à plusieurs nombres. Ils ne viennent pas que des États-Unis. Le Canada, pour vous, l'Europe, c'est un véritable coup dur? Oui, c'est un coup dur parce que la France et d'autres pays européens ont été moteurs dans
la mise en place de mécanismes de financement intéressants de la solidarité internationale pour la santé, pour le climat, avec des taxes solidaires qui ont très bien marché. On ne comprend donc pas pourquoi, d'un coup, il y a ce renoncement à ce leadership. D'autant que on est, comme on disait tout à l'heure, on a eu des progrès formidables contre le VIH. On était sur le point d'atteindre la fin de l'épidémie. Pourquoi aujourd'hui, pourquoi maintenant est-ce qu'on assiste à ce désengagement? Alors justement, pourquoi je vous pose la question ce soir? Est-ce que ce n'est pas parce qu'on a parlé de ces traitements et que finalement il y a un relâchement dans les comportements, mais aussi beaucoup plus grave donc dans les financements? Je ne crois pas. Je pense que ce qui se joue là, c'est une forme de fatigue de la solidarité dans les pays du Nord et la volonté dans les pays bénéficiaires de revoir aussi les modalités de la solidarité, d'avoir davantage voix au chapitre. Et donc c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre de partenariats différents où chaque État va regarder d'abord ses intérêts. C'est la stratégie américaine de santé mondiale, en quoi elle répond aux intérêts et à la sécurité des Américains. Mais nous, ce que l'on défend, c'est que lutter contre le VIH, c'est un enjeu avant tout de sécurité sanitaire et pas qu'un enjeu de solidarité. Un enjeu de sécurité sanitaire et pas seulement de solidarité. Magatte Mbodj, vous avez commencé à nous en parler, mais vous, très concrètement, dites-nous comment vous le voyez, peut-être au quotidien, chaque semaine, cet impact justement des coupes budgétaires drastiques. Il s'agit bien entendu de prévention, de traitement aussi à apporter aux patients. Je crois que Vincent l'a abordé tout à l'heure. Nous avions eu espoir parce que quand on nous parlait au niveau du Sud de la fin du sida à un certain moment, on se disait mythe ou réalité. Mais avec les avancées qu'on a vues, nous, sur le terrain, sur le traitement, où des personnes ont survécu, où des personnes ont vu le traitement réussir, les événements que nous avons vus sur le terrain en matière de prévention, où les personnes qui étaient sous PrEP étaient protégées. Donc, nous avions dit que cette possibilité-là était une réalité, de voir d'ici 2030 la fin du VIH. Maintenant, avec les coupes, ce qui s'est passé exactement au Sénégal, c'est quoi? Les sites de PrEP, il y a une diminution de 30% des sites de PrEP. Au niveau du traitement, on voyait que les gens ne venaient plus au traitement et que l'observance au traitement devenait de plus en plus difficile. Au niveau par exemple, des organisations, il y avait un engouement des acteurs communautaires qui allaient sur le terrain pour livrer les médicaments. Et ces acteurs, du coup, on les avait plus parce que les motivations qu'on avait pour leur permettre de se déplacer, pour leur permettre d'assurer la distribution des ARV au niveau le plus reculé du Sénégal, on ne les avait plus. Et donc, du coup, il y avait non seulement des zones qui étaient dépourvues de PrEP, parce que tout simplement, la PrEP était assurée par les financements américains, on n'en avait plus. En plus de cela, il y a 47% des acteurs communautaires qui ont arrêté d'intervenir et ça a désorganisé carrément la réponse au niveau communautaire. Ouais, donc on voit que c'est toute une chaîne. Aujourd'hui, oui, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que la solidarité internationale est une exigence. Même si cette situation a permis au niveau local de faire du plaidoyer auprès de nos autorités pour que la souveraineté sanitaire soit une réalité, pour que nos gouvernants, eux aussi, prennent en charge certaines choses. La solidarité internationale est une obligation. C'est un message nous ne que devons vous... plus réfléchir, est-ce que oui ou non, on doit aller vers une solidarité pour vous, c'est une urgence. internationale en matière La question ne doit pas se poser selon vous. C'est une urgence et c'est une obligation pour nous. Et une obligation et une urgence. Hugues Cordel, pourtant, c'est vrai que les chiffres sont clairs sur la baisse des financements. Il suffit de citer, par exemple, les résultats du Fonds mondial qui sont particulièrement remarquables en matière de lutte contre le VIH. Dans les pays soutenus par le Fonds, les décès liés au virus ont chuté de 80%. Vous, qui êtes président de l'Association française de lutte contre le sida, vous tirez aussi ce cri d'alarme aujourd'hui ? Oui, bien sûr, il faut continuer à se battre et à financer la lutte contre le VIH. C'est un peu comme dans une course, on voit au loin la ligne d'arrivée, au loin, mais on la voit.
Et j'ai l'impression qu'on nous fait un croche-patte, un croche-pied, et on nous force à la chute, alors qu'on faisait de très bons progrès jusqu'à présent. Hein, parce que jusqu'à présent, encore une fois, ça a été dit, les chiffres de nouvelles contaminations ont baissé, la cascade de soins, vous savez, le nombre de personnes dépistées, ensuite le nombre de personnes traitées était relativement bonne l'année dernière, avec des disparités sur la planète. Mais en Afrique subsaharienne, qui représente quand même le continent où il y a plus de personnes qui s'infectent, la cascade de prise en soins s'améliorait. Donc là, peut-être qu'on peut dire qu'on fait une chute, mais il faut savoir se relever, il faut savoir retrouver les financements, et on a les outils biomédicaux pour y parvenir. Et on va y arriver. Alors, j'aimerais parler maintenant de tout un chacun. Femmes, hommes, Hugues Cordel, entre 2014 et 2023, le nombre de découvertes de séropositivité VIH chez les jeunes de 15 à 24 ans en France a augmenté de 41%, selon UNAIDS. Pourquoi, selon vous, en quelques mots, et je vous ferai réagir juste après? Alors, là encore, est-ce que c'est la confiance aussi, peut-être que les citoyens et les citoyennes prennent confiance avec ce qu'ils entendent aussi, les traitements notamment, la prévention? Alors, ces chiffres sont à peu près les mêmes en France. Hein, ils sont sortis tout récemment. Ouais. Cela, c'est en France que je donnais. Oui, c'est ça, c'est en France. Je ne pense pas qu'on peut parler d'un relâchement. Vous savez, on a un panel de prévention, le préservatif, les traitements post-exposition et la fameuse PrEP, prophylaxie pré-exposition. On a souvent dit que la PrEP permettait peut-être un relâchement. Ce n'est pas du tout le discours qu'on a, pas du tout. Et de votre côté? Moi, je ne blâmerais pas les nouvelles générations ou le manque d'information. Je voudrais dire quelque chose, c'est que dans le monde entier et en France aussi, il y a une vague conservatrice qui rend de plus en plus difficile d'avoir des discours de prévention, même dans les écoles. Ouais. Il est pour un enseignant aujourd'hui, dans les écoles, eh bien, c'est pas facile de parler de sexualité, de prévention. Et cette vague conservatrice, on la voit de partout. Donc, plutôt que de blâmer des générations, je préférerais blâmer ces mouvements conservateurs qui ont une forte influence sur les États. Oui, mais dans les vous leur écoles. Dites quoi à ces jeunes alors? Alors, déjà, nous, en tant qu'association, il faut qu'on utilise les outils aussi qui parlent aux jeunes, les réseaux sociaux, utiliser des influenceurs, utiliser des modes de communication, les campagnes dans le métro, tout ça, c'est bien, mais c'est pas forcément ces outils qui parlent le mieux. Donc il y a aussi une responsabilité de notre part, mais aussi de ne pas oublier que c'est ce qui est en train de se passer, c'est aussi très politique, parce qu'avec un essor du conservatisme. Merci beaucoup Vincent Leclerc, merci Hugues Cordel, et merci beaucoup Magatte Mbodj d'avoir été avec nous en direct de Dakar. Merci à tous les trois pour votre participation à 64 débats sur TV5 Monde.